Bien. Alors, maintenant qu'on a vu le premier circuit hydraulique, on peut parler de la démarche de conception de ce type de système. Donc, généralement, on voit qu'on va passer par 6 étapes différentes. Donc, la première étape, c'est l'élaboration du CDCF de l'installation à partir du CDCF de la machine. Donc, on a un cahier des charges de la machine. Et puis, à partir de ce cahier des charges, il faut définir celui de l'installation. Ensuite, il faut rechercher une architecture. Il faut proposer, ça veut dire qu'il faut proposer une solution pour réaliser ce circuit. Une fois que nous avons proposé la solution, il faut simuler le fonctionnement pour voir est-ce que ça fonctionne complètement, est-ce que ça répond à ce qu'on cherche au niveau du cahier des charges ou pas. Donc cette partie de la simulation, il y a des logiciels destinés à la simulation des circuits hydrauliques. Donc dans notre cas, on va utiliser MATLAB, en particulier le Toolbox SimPower hydraulique, disponible du logiciel MATLAB. On va essayer d'utiliser dans le cadre du projet pour simuler le fonctionnement de notre architecture qu'on va proposer. Alors ici, au niveau du projet, donc quand on a terminé la deuxième étape, il faut rendre un premier rapport au niveau du projet, donc, qui va contenir le cahier des charges, l'architecture proposée du circuit et puis la simulation à l'aide de SimPower hydraulique au niveau du MATLAB. La troisième étape concerne la définition des paramètres de fonctionnement, en particulier le choix de la pression de fonctionnement et des vitesses au niveau des conduites. Ça, c'est très important. Ensuite, il faut choisir les composants et les dimensionner. Les dimensionner et les choisir à partir d'un catalogue. La quatrième étape consiste à élaborer donc un bilan énergétique, puis une estimation du coût du système. Ce sera l'objet, donc la troisième et la quatrième étape, sera l'objet du rendu numéro 2. La cinquième étape, au niveau de la cinquième étape, donc, en fonction du bilan énergétique que nous avons élaboré dans la phase 4, on va pouvoir, donc, on va essayer, si vous voulez, dans la phase 5, d'améliorer le rendement énergétique global de l'installation. On va pouvoir l'améliorer, on verra ça. Nous proposons des solutions, des modifications au niveau de notre architecture. Donc, si vous voulez, c'est une démarche itérative en fait. On va proposer une architecture et puis on va faire un bilan énergétique et en fonction de ce bilan-là et en fonction également du coût de l'installation, on va soit accepter l'architecture initiale, soit la modifier. Donc là, vous voyez, en fait, c'est une démarche itérative. Donc, vers la fin de l'étape numéro 5, il faut proposer, si vous voulez, les adaptations éventuelles en fonction, on a dit, du résultat du bilan énergétique. Et puis, vers la fin, il faut mettre en forme le dossier d'étude et élaborer les manuels. Et donc, l'étape 5 et 6, ce sera l'objet du rendu numéro 3. Alors, bien. Alors, au moment du passage de l'étape 0 à l'étape 1, il faut faire d'abord un choix de la technologie. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on va
est-ce qu'on va choisir la technologie, par exemple, hydraulique, ou bien la technologie électrique, ou bien pneumatique, ou bien simplement une technologie mécanique, une solution mécanique. Ça, c'est un problème très difficile. On verra qu'on va utiliser une méthode multicritère pour traiter ce problème. Alors, dans notre cas, on va utiliser, si vous voulez, 4 facteurs pour choisir une technologie. Donc, la technologie sera appréciée au regard de 4 facteurs. Le premier facteur, c'est le facteur dynamique, qui est lié, par exemple, au temps de réponse, à la rapidité du système, etc. Les facteurs environnementaux, qui sont liés aux conditions de fonctionnement du système, les facteurs utilitaires du système, qui sont liés au principe de fonctionnement de la machine, et puis les facteurs économiques qui sont liés au coût de l'installation. La classification se fait selon une appréciation de la capacité de satisfaire à des énoncés de performance. Donc, si l'énoncé décrit très bien a été observé, on va noter la technologie, on va la noter A. Si l'énoncé décrit plutôt bien la réalité observée, on va la noter B. Si l'énoncé décrit plutôt mal la réalité observée, c'est C. Et puis, finalement, si l'énoncé décrit très mal la réalité observée, on va noter la technologie D. Bien. Donc, on va maintenant commencer par le facteur dynamique. Bien. Ici, vous avez donc les facteurs dynamiques. Et ici, vous avez les différentes technologies. La technologie mécanique, E, c'est la technologie électrique, H, c'est la technologie hydraulique, et P, c'est la technologie pneumatique. Des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Alors, pour les facteurs dynamiques, là, vous voyez donc les technologies mécaniques, électriques, hydrauliques, pneumatiques. Et là, vous avez les énoncés. Là, ici, les énoncés. Je vous donne un exemple. Si je prends, par exemple, le troisième énoncé, le 1.3. Le 1.3, la technologie hydraulique est la meilleure. La technologie hydraulique et la technologie mécanique sont meilleures. Le système permet d'exécuter des couples élevés à de très basses vitesses, moins de 1 tour. Donc, si vous avez dans votre cahier des charges, vous avez besoin d'un système, par exemple, qui permet d'exercer des couples élevés à très basse vitesse, il vaut mieux utiliser la technologie hydraulique ou bien mécanique. D'accord? Technologie hydraulique ou bien la technologie mécanique. La technologie électrique et la technologie pneumatique sont moins adaptées. Là, vous voyez, on les a notés D, c'est énoncé, par rapport donc à l'hydraulique. Alors, si par exemple, vous avez besoin d'un couple ou bien d'une force utilisable au démarrage de la machine est élevé, si vous avez besoin d'un couple ou bien d'une force
utilisable au démarrage qui est élevé, ce qui permet de grandes accélérations de la charge. Vous allez utiliser la technologie hydraulique. Un couple ou bien un effort de démarrage élevé pour avoir des grandes accélérations de la charge. C'est la technologie hydraulique. La fréquence à laquelle le système peut inverser le mouvement, là également c'est une caractéristique très importante des systèmes hydrauliques, la fréquence à laquelle le système peut inverser le mouvement de leur charge permet des va-et-vient rapides. Si vous avez besoin, d'après le cahier des charges de votre machine, de va-et-vient rapide, vous allez utiliser la technologie hydraulique. C'est le cas, par exemple, de la machine de la rectifieuse qu'on a au niveau des ateliers de la fabrication mécanique. On a besoin des va-et-vient, d'un mouvement de va-et-vient afin de pouvoir balayer toute la pièce au moment de la rectification. Donc on a besoin de... Et les pièces, ils peuvent être relativement lourdes. Donc c'est pourquoi d'ailleurs le concepteur de la rectifieuse a utilisé la technologie hydraulique. Et il faut faire attention, alors tout ce qu'on vient de vous donner ici, ceci à titre indicatif. Maintenant la technologie électrique également, il a évolué. Donc je peux, je sais pas, on peut trouver maintenant des rectifieuses avec des virains électriques. C'est possible, puisque maintenant l'électrique aussi il a évolué, même si on a noté ici par exemple C. Donc c'est à titre indicatif, c'est pas toujours vrai, hein. Il faut faire attention, mais normalement ça doit évoluer. Ces tableaux-là doivent évoluer et suivre l'évolution technologique des autres disciplines. Si vous prenez par exemple l'énoncé 7, les couples d'inertie imputables au système sont faibles. Vous voyez que c'est la technologie hydraulique. Les inerties, ça vous pouvez le remarquer au moment du choix des composants, par exemple des moteurs hydrauliques, vous allez trouver que les inerties imputables aux moteurs hydrauliques sont très faibles par rapport aux inerties mises en jeu dans le système et donc peuvent être négligées au moment également de dimensionnement du système. Le système réagit rapidement au changement de commande. Là, vous voyez que l'électrique, ils sont rapides tous les deux. Ils sont rapides. D'ailleurs, c'est pourquoi on utilise d'ailleurs la commande électro-hydraulique. Ça, en ce qui concerne les facteurs dynamiques. Ici, dans ce tableau, on s'intéresse aux facteurs environnementaux. On va faire la même chose, on va prendre quelques-uns, quelques énoncés et voir quelle est la particularité surtout de l'hydraulique. Si on prend par exemple, ici l'hydraulique, il est apparemment par rapport donc, au critère numéro 3, il est classé première. Donc vous voyez ici, en fonction de la puissance transmise, le système occupe le plus petit volume possible tout en étant le plus léger possible. Ça, c'est très important, surtout au niveau de l'aéronautique. Surtout au niveau de l'aéronautique, on cherche des encombrements réduits. En fonction de la puissance transmise, ça veut dire qu'on va fixer par exemple un niveau de puissance, le système occupe le plus petit volume. Ça veut dire qu'il est moins encombrant, sa taille est réduite, tout en étant le plus léger possible. Et également, son poids il est réduit. Là, vous voyez, c'est la meilleure. La technologie hydraulique, dans ce cas-là, c'est la meilleure. D'ailleurs, c'est pourquoi on l'utilise actuellement au niveau des avions, par exemple. Les trains d'atterrissage d'avions et des commandes générales des avions.
Alors, on va chercher l'avant-dernier. Donc, le système peut fonctionner dans une atmosphère fortement polluée. Poussière, vapeur, acide, etc. Hydraulique. Vapeur, acide, hydraulique. Pneumatique également. Oui. Dans des conditions normales d'utilisation, le système est silencieux. Vous voyez, le bruit, c'est un inconvénient de l'hydraulique. Vous voyez, par exemple, dans des conditions normales d'utilisation, le système est silencieux. C'est la technologie électrique qui vient en tête. Moi, d'après mon expérience, je peux noter l'hydraulique également. C également. C. Je ne vais pas le noter B. Je le note C. Parce que je sais bien que j'ai vu ça dans la réalité. Je sais qu'il fait beaucoup de bruit, l'hydraulique. Le système fonctionnait sans problème lorsque un liquide. Par rapport à l'électrique qui est plus coûteux. Celui qui est à la Réunion, je viens de rejoindre la Réunion. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Oui, monsieur. Apparemment, j'ai un problème de connexion. On reprend. Donc, on va reprendre. On était là. Bien. Bien. Maintenant, on va passer au troisième critère, si vous voulez, les facteurs utilitaires. Un système qui peut transmettre aisément des mouvements linéaires alternatifs à lourde charge. Dans ce cas, là, vous voyez que vous allez choisir l'hydraulique. Transmettre aisément des mouvements linéaires alternatifs de lourde charge. C'est l'hydraulique qui vient en tête. Dans une machine exigeant une modulation, ça veut dire une variation de vitesse, le système permet d'obtenir facilement une vaste gamme de vitesses. Une vaste gamme de vitesses. C'est l'hydraulique. Vous allez me dire que même au niveau de... C'est vrai, maintenant, l'électricité, la technologie électrique, il a beaucoup évolué. Et actuellement, on peut également, à mon avis, obtenir une modulation de vitesse avec une vaste gamme de vitesse également avec la technologie électrique. Mais je pense, ça, vous pouvez demander aux spécialistes, mais je pense qu'il y aura quand même des problèmes parfois d'échauffement au niveau de la technologie électrique. C'est pourquoi d'ailleurs on a noté ici C. Et ça peut être B par exemple. Ça peut être aussi B actuellement. Parce que ces tableaux sont quand même anciens. Donc, je pense qu'il vaut mieux mettre ici B par exemple. Les types de liaisons qui existent entre les composants du système facilitent le transport d'énergie de la source au point d'utilisation. Elle est mauvaise l'hydraulique, puisqu'on a des flexibles pour pouvoir transporter de l'énergie, ce sont des flexibles qu'on va utiliser.
ils sont beaucoup plus sombres que les câbles qu'on va utiliser, par exemple, au niveau de l'électrique. Ça dérange. Chose que vous voyez que صوته معك اليوم هو اللي عنده prix variable, vous voyez. Est-ce qu'il y a des questions? En dépit des charges très variables, le système peut fonctionner la source motrice à son régime le plus économique. En dépit des charges très variables, le système peut faire fonctionner la source motrice à son régime le plus économique. Vous voyez, c'est en tête. Peut-être parce que la variation de vitesse au niveau de l'hydraulique est plus facile qu'au niveau de l'électrique. Mais maintenant, hein, peut-être qu'il vaut mieux mettre ici B. Le système peut, avec des charges variables, le système peut faire fonctionner la source motrice à son régime le plus économique. Le système est protégé contre les surcharges subites imprévues. C'est grâce au fluide que l'hydraulique vient en tête ici, puisqu'il il peut amortir facilement les chocs. Et aussi à l'utilisation des accumulateurs, on verra ça quand on va parler de l'économie d'énergie, et également des surcharges subites imprévues, donc on peut les amortir à l'aide des accumulateurs. Le système peut freiner par lui-même le mouvement des charges susceptibles de s'emballer. Hydraulique. Ainsi de suite. Dans une commande à distance, les signaux peuvent être de tout type. Mécanique, pneumatique, hydraulique. Dans une commande par ordinateur, les interfaces sont simples. Bien. Les facteurs maintenant économiques. Dans une machine de grande puissance, fonctionnant à vitesse constante, le coût initial du système est minimal. Donc, vous voyez, si par exemple, d'après le cahier de charge, vous voulez une machine de grande puissance qui fonctionne à une vitesse constante, la technologie hydraulique est plus chère que la technologie électrique au niveau de l'investissement, du coût initial, du coût d'investissement. Dans une machine de grande puissance, il fonctionne à vitesse variable ou réversible, ou les deux, le coût initial du système est minimal. Donc vous voyez que dès que vous passez à la vitesse variable, bien réversible, ça veut dire qu'on dit bon, va et vient par exemple, c'est la technologie hydraulique qui vient en tête. Grâce au bon rendement énergétique du système, les coûts de fonctionnement à long terme sont minimaux. Les coûts de fonctionnement à long terme. Donc, vous voyez, les coûts de fonctionnement à long terme, c'est l'électrique qui l'emporte par rapport à l'hydraulique. Monsieur, la diapositive n'est pas mise à jour. Toujours, on est dans les facteurs utilitaires. C'est vrai. Maintenant, est-ce que
Ça n'a pas changé. Pas encore, Moussa. Euh, Maintenant, Non, monsieur. et maintenant, Pas encore, monsieur. Non, pas encore, monsieur. ok, on va voir. Maintenant, Oui, c'est bon. ok, bien. Si on parle des facteurs économiques, donc, alors si vous avez besoin d'une machine de grande puissance, si vous avez une machine de grande puissance, il faut savoir que si vous avez un fonctionnement à vitesse constante, le coût initial du système est minimal lorsque vous utilisez la technologie électrique, parce que vous avez ici une vitesse constante. Par contre, si vous êtes toujours dans les machines à grande puissance, et que vous passez à un fonctionnement à vitesse variable ou réversible, vous voyez que c'est la technologie qui vient en tête, ici. Là, vous voyez, ici, pour le fonctionnement à long terme, ça veut dire pour des rendements énergétiques à long terme. Les coûts de fonctionnement à long terme sont minimaux. C'est la technologie électrique. Hydraulique en troisième position. Bien, et ainsi de suite. Là, alors ici, le nombre de pièces de rechange est minimal. C'est l'électrique qui vient en tête. Dans les conditions normales d'utilisation et malgré un entretien minimal, la moyenne de temps de bon fonctionnement du système est bonne. Vous voyez que l'électrique vient en tête. L'hydraulique qui exige quand même une maintenance par rapport à l'électrique. C'est bon? Donc on vient de voir, il y a plusieurs facteurs à prendre en considération. Les facteurs utilitaires, les facteurs environnementaux et les facteurs dynamiques. Donc, si c'est un problème, c'est en considération. Donc, il faut examiner le cahier des charges de la machine. Et à partir de ce cahier des charges de la machine, vous allez pouvoir choisir donc, la technologie en utilisant une méthode de critères. Bien. Maintenant, on va aborder la première étape qui concerne l'élaboration du cahier des charges de l'installation. Alors, le cahier des charges est lié, si vous voulez, aux performances. C'est les performances, en fait. Il faut définir les performances de votre machine, ou là, de votre installation, on va dire.
Alors, les performances, il y a ce qu'on appelle les performances statiques. Dans les performances statiques, c'est l'effort et la vitesse lorsqu'on a un mouvement linéaire, c'est le couple et la vitesse de rotation lorsqu'on a un mouvement de rotation, c'est ce qu'on appelle les performances statiques. Il y a les performances dynamiques lorsqu'on a par exemple un contrôle, un asservissement, la rapidité, la stabilité, la précision sont des performances dynamiques. On a également un autre type qui va nous intéresser dans le cadre de ce cours, c'est les performances énergétiques. Ça va le rendement énergétique et la consommation d'énergie. Alors, tous ces performances-là, ils sont liés à ce qu'on appelle la charge. Ils sont liés à ce qu'on appelle la charge. Qu'est-ce que c'est qu'une charge? Les charges mécaniques sont tout ce qui engendre des forces et des couples. Vous allez voir que dans la pratique, ces charges sont multiples et complexes, qu'il n'est pas toujours facile de définir précisément les charges. Pour nous, on va distinguer plusieurs types de charges. Il y a les charges conservatives, comme par exemple les forces des couples gravitationnels et les forces des couples de déformation élastique. Ce sont les forces conservatives. Il y a les forces dissipatives, les forces et les couples de dissipation, comme par exemple les frottements statiques de Coulomb, qui représentent le frottement, si vous voulez, au moment, lorsque la vitesse est nulle, au moment de démarrage, les frottements statiques de Coulomb, les frottements cinétiques et les frottements visqueux qui sont proportionnels à la vitesse de déplacement. On retrouve également les forces et couples de traînée qui sont proportionnelles à la vitesse au carré, comme on retrouve également les forces et les couples de déformation plastique qui sont des déformations irréversibles dans ce cas. Donc il y a des efforts conservatifs et les efforts dissipatifs. On a oublié ici de mettre un autre type d'effort, que vous connaissez certainement. Donc j'ai oublié de mettre ici les efforts et les couples d'inertie. Je vais l'ajouter tout à l'heure. Donc il y a aussi des efforts d'inertie. Alors, au moment de cahier des charges, on s'intéresse également au cycle de travail d'une machine. Alors, le cycle de travail est défini par le procédé. On verra qu'il va affecter les débits et la puissance installée au niveau de chaque machine. Généralement, on utilise 3 stratégies différentes au moment du choix du cycle de travail. Là, vous voyez qu'il y a principalement 3 stratégies. Alors, il y a la première stratégie, c'est une stratégie à temps minimal. La deuxième stratégie, c'est une stratégie à vitesse constante. Et la troisième stratégie, c'est une stratégie à puissance constante. Alors, obtention d'une vitesse constante. Pour obtenir une vitesse, on va commencer par la première stratégie, obtention d'un temps minimal. Un temps minimal, c'est la stratégie numéro 1, ici. Pour assurer une production maximale, la machine doit effectuer le travail selon le cycle le plus court possible. Donc, vous voyez que c'est
le cycle le plus court possible, compte tenu bien sûr de certaines contraintes d'ordre pratique et des normes de sécurité. Dans ce cas, on maintient la plus grande accélération possible au cours de la première partie du cycle. On accélère et puis tout de suite après, on décélère. Donc, dans ce cas, on maintient la plus grande accélération possible au cours de la première partie du cycle, puis on garde la plus grande décélération possible au cours de la seconde partie. Vous voyez une décélération. Là, vous voyez une accélération et ici une décélération. Une accélération et tout de suite après une décélération. Cette stratégie entraîne la plus forte demande en ce qui concerne le débit et la puissance. L'inconvénient de cette stratégie, c'est qu'il demande beaucoup de débit et une puissance installée assez importante. Par contre, l'avantage, comme vous le voyez ici, c'est la productivité maximale. Mais malheureusement, il faut mettre une grande pompe et une pompe assez puissante pour pouvoir réaliser cette stratégie-là. Donc, si on a besoin, si vous avez besoin d'une productivité maximale, il faut tout de suite savoir que vous allez avoir besoin de grand débit et de grande puissance pour pouvoir réaliser cette productivité maximale. Pour la deuxième stratégie, vous voyez que, sauf dans les phases transitoires, comme ici par exemple, le démarrage, l'accélération, on travaille à vitesse constante. Sauf dans les phases transitoires, du début et de la fin du cycle, la vitesse doit être constante durant tout le cycle. Cette stratégie permet d'obtenir un débit constant, mais variable en fonction de la charge. Les systèmes hydrauliques basés sur cette stratégie sont simples. Donc l'avantage, ça c'est un avantage. Mais souvent inefficaces. La durée du cycle de travail est en général longue. Là, vous voyez qu'il est longue, la durée. À cause de l'utilisation irrationnelle et incomplète de la puissance
Apparemment, est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Apparemment, il y a un problème de connexion. Oui, monsieur, on vous entend. C'est bon? Bien. Mais on ne voit pas de présentation, monsieur. Oui, je vais partager. Je viens de partager. C'est bon. Alors, dites-moi maintenant, est-ce que vous voyez la présentation? Très bien. Alors, on est arrivé à la troisième stratégie à puissance constante. Alors, dans la partie du cycle au cours de laquelle la charge est faible, on augmente la vitesse. La charge est faible, donc on augmente la vitesse pour tirer parti de la totalité de la puissance disponible. Par contre, lorsque la charge est élevée, on doit réduire la vitesse pour maintenir la puissance à un niveau acceptable. C'est le cas par exemple ici. Donc on réduit la vitesse dans cette zone. Cette stratégie permet d'avoir la meilleure utilisation possible de la puissance installée, ce qui se traduit par une durée du cycle de travail généralement courte. Donc, vous voyez qu'elle est plus courte que la deuxième stratégie. Toutefois, il faut s'assurer que, à tout instant, au cours du cycle, la vitesse varie de façon inversement proportionnelle à la force résultante au couple résultant pour que la puissance demeure constante, ce qui engendre la complexité du système. Donc l'inconvénient, si vous voulez, de cette stratégie, c'est que le système va être plus complexe pour implémenter cette stratégie. Alors si on récapitule, alors le temps, le cycle de travail est défini par la machine, par le procédé. C'est lui qui va définir le débit et la puissance, et également les efforts. Ça, on va le voir tout à l'heure à travers un exemple. On va faire un exemple pour vous montrer l'intérêt du cycle de travail et comment il va définir, si vous voulez, les paramètres, les efforts et la puissance, les paramètres mécaniques et les paramètres hydrauliques au niveau de l'installation. Alors cet exemple, c'est le compacteur de rebut métallique que vous avez ici. Alors ici, donc, on a un rebut métallique ici à ce niveau-là, qu'on cherche à compacter à l'aide de ce vérin horizontal. Le vérin, on s'intéresse au vérin horizontal dans lequel on a un piston de section de 800 cm² et une tige de 400 cm². On pousse la paroi mobile à l'aide d'un vérin hydraulique, ce qui comprime fortement les rebuts et on diminue le volume. Les données utiles sont les suivantes. Course maximale de la tige du vérin, c'est la course. La course également, c'est une variable de conception. La course, C est égal à 2,5 mètres. La masse de la partie mobile, M, est égale à 1000 kg. La force de compression initiale, alors c'est S, si vous voulez, c'est ça. C'est la position de la tige. Le maximal est égal à 2,5 mètres. C'est égal à la course. S max. La force de compression initiale, S, inférieure à 0,5 mètres. Lorsque S est inférieur à 0,5 mètres, l'effort est constant et est égal à 200 kN. Lorsque S est inférieur à 0,5 mètres. Lorsque S est entre 0,5 mètres et 2,5 mètres,
la force de compression est donnée par cette expression. Là, vous voyez qu'il s'agit pour pouvoir normalement définir cet effort-là, il faut montrer, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Continue. Alors là, vous voyez que donc pouvoir est Monsieur, on n'entend pas ici, clairement il ce faut que faire vous appel. dites. OK. Et maintenant, je suis un petit peu malade, c'est pourquoi d'ailleurs le son il est faible. Il est un peu froid, donc je suis un petit peu malade. Et donc, je m'excuse pour aujourd'hui, donc le son. Vous m'entendez maintenant? Oui, monsieur. Ça marche? Je peux continuer? Bien. Alors, ici, vous avez également un effort en rentrée de tige, vous avez un effort constant. Alors, ce que je viens de dire par rapport à ça, c'est que cet effort, par exemple, pour pouvoir le définir, puisque c'est celui-là qui va définir, si vous voulez, c'est celui-là qui est notre cahier des charges, en fait. C'est l'effort, on cherche l'effort et la vitesse, n'est-ce pas? Alors, celui-là, pour avoir cet effort, il faut faire appel à des connaissances issues d'un domaine extérieur, si vous voulez, à l'hydraulique industrielle. Il est extérieur. C'est le domaine de la mise en forme du matériau. Donc, si vous voulez, c'est une discipline extérieure à l'hydraulique. Donc, au moment de l'élaboration du cahier des charges, vous devez faire appel à des connaissances extérieures au domaine hydraulique. Là, vous voyez par exemple que cet effort il est élaboré à partir d'une déformation plastique de rebut métallique. Donc, il faut étudier tout d'abord la déformation plastique d'un rebut métallique pour pouvoir dégager l'expression de l'effort en fonction du déplacement S. Donc, généralement, lorsque vous élaborez un cahier des charges, vous allez faire appel à des connaissances extérieures à votre domaine d'expertise, l'hydraulique dans le cas là-dessus. D'accord? Donc, vous devez, c'est pourquoi d'ailleurs la conception est une activité de groupe, et donc il faut faire appel à un groupe multidisciplinaire. Dans ce cas-là, il faut faire appel à quelqu'un qui se connaît au niveau de la mise en forme des matériaux. Bien. Alors, on veut une vitesse constante de la paroi mobile de 0,2 mètres par minute.
On veut avoir cette vitesse pendant toute la durée de compactage. On vous demande de déterminer la durée du cycle du compactage et exprimer la force résultante en fonction du temps. Voici ce qu'on vous demande. Alors, comme d'habitude, je vous donne un petit moment pour traiter ce problème.
Alors, on va en profiter si vous avez aussi des questions par rapport à ce qu'on vient de voir aujourd'hui. N'hésitez pas à poser des questions. Vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui. C'est bon? Oui. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, pour la première question, c'est très facile, n'est-ce pas? La durée du cycle. Déterminer la durée du cycle. Vous avez une course de 2,5 mètres. Vous avez une vitesse de 0,2 mètres par minute. Donc, le temps nécessaire pour que la tige sorte du vérin, c'est pour la sortie de tige, pour la sortie de tige, on a une vitesse. On a une distance, c'est de 2,5 mètres. Le temps de sortie, et vous allez avoir 12,5 minutes pour faire sortir la tige, tout simplement. Alors, si on suppose que notre vérin est alimenté, en rentrée de tige, si on suppose qu'il est alimenté par la même pompe, le vérin il est alimenté par la même pompe, le circuit par exemple, qu'on a vu la dernière fois, supposons qu'on a la même installation, un distributeur, un émetteur de pression et une pompe. En rentrée de tige, quel est le temps nécessaire pour faire rentrer la tige? Là, vous voyez, il faut remarquer que la section ici, AP, est égale 2 fois la section à ce niveau-là, AP moins AT. Et donc, le temps pour rentrer, ça veut dire que si on garde la même pompe, ça veut dire que la vitesse de rentrée dans la tige, il sera égal ou double, puisqu'on a le facteur 2 ici. Donc, la vitesse en rentrée de tige, donc V, ici c'est V sortie de tige, ici V rentrée de tige est égal ou double, 0,4 mètres par minute, cette fois-ci. Et donc le temps, c'est la moitié de ça.
Le temps de rentrée, c'est seulement 6,25. 25 minutes. Donc, le temps du cycle est égal à 12,5 plus 6,25, c'est 18. Bien. Vous m'entendez? Oui, maintenant, oui. Oui. Ok, bien. On continue. Voilà. Donc, on vient de déterminer le temps du cycle. Alors, maintenant, pour les efforts. Pour les efforts. Lorsqu'on a S inférieur à 0,5 mètres, on a l'effort, il est F 200 kN, il est constant.
N'est-ce pas? Lorsque S, ça, c'est le premier point. « 0,5 mètres. Ça veut dire, autrement dit, que le temps 2,5 minutes ou 12,5. Alors, lorsque S est entre 0,5 et 2,5, on peut exprimer S en fonction de la vitesse de cette façon. Plus 0,5. Donc, on aura F pour cette partie-là de la course. On va remplacer donc S par cette expression, pour l'expression de l'effort. Et donc, on aura F est égal à 200 plus 30 T moins 2,5 carré au kilomètre. C'est ça l'expression de l'effort. On rentre de tige maintenant. Ça veut dire que T, le temps, est supérieur à minute. On a F, est constant, égal à 250 km. Question? Alors, si vous n'avez pas de questions, alors là-dessus, si seulement il faut trouver l'expression de S en fonction du temps et le remplacer par l'expression de l'effort pour trouver l'effort en fonction du temps. Bien. Question? Alors, là, vous voyez le profil de vitesse. Alors, la vitesse de départ pendant la sortie de la tige,
Alors ici, la sortie de la tige pendant cette période. Et là, c'est la rentrée de la tige. Là, vous voyez que, comme on a dit tout à l'heure, on a fixé, donc d'après le cahier des charges, on a fixé la vitesse de sortie de tige à 0,2 mètres par minute. En rentrée de tige, il est égal au double, ça veut dire qu'il est égal à 0,4. Même si vous voyez ici le signe moins, ça veut dire qu'il s'agit de la rentrée de la tige. Non ? Parce qu'il n'y a pas de vitesse de manière négative. Là, c'est la durée totale du cycle, donc on a ici 12,25, 12,5 minutes, ici. Et puis, pour cette partie-là, c'est 6,25. Alors pour l'effort, là, vous voyez l'effort. Lorsque, dans cette zone, il est constant, il est égal à peu près à 200, dans cette zone, il est constant, et puis, dans cette partie, il augmente. Il est proportionnel, si vous voulez, au temps au carré, dans cette zone. Et puis, dans le rentre des tiges, il est constant. Bien. Alors, dans la réalité, ici, si vous avez bien remarqué, on n'a pas pris en considération ni les efforts d'inertie, ni les frottements de Coulomb. Mais dans la réalité, vous allez observer quelque chose comme ça. Dans cette zone, on observe les frottements statiques de Coulomb, ce petit phénomène-là, et les efforts d'inertie, c'est ce phénomène. N'est-ce pas? Mais dans la réalité également, vous n'allez pas voir une courbe lisse comme ça. Normalement, vous allez avoir des ondulations ici, puisqu'il s'agit d'une déformation plastique. Mais ils sont atténués, si vous voulez, grâce au fluide qu'on a utilisé, qui est quand même précis, si vous voulez. Bien. Alors maintenant, pour les puissances, la pression et la puissance. Alors la pression, si vous voulez calculer la pression de fonctionnement, vous devez multiplier l'effort fois la section. Ça, on l'a déjà fait dans l'exercice précédent. Vous allez, dans tous les cas, avoir un profil qui ressemble un petit peu à celui de l'effort. Donc le profil que vous allez voir au niveau de la puissance et de la pression, il ressemble un petit peu à celui de l'effort. Celui-là, c'est le débit, si vous voulez, le débit avec un débit maximal de à peu près 16, proche de 16 litres par minute. Ici, vous avez la pression, donc on atteint pratiquement une pression
de 40 mégapascales avec une puissance à peu près de 10,67 kW au niveau de la puissance installée. Donc il faut installer une puissance de 10,60 kW. Et là, vous voyez qu'effectivement, on va utiliser toute cette puissance installée, on ne va pas l'utiliser tout au long du cycle de travail, n'est-ce pas? On va seulement l'utiliser, vous voyez, seulement au niveau du cycle. Donc là, vous voyez que cette stratégie de vitesse constante, on ne va pas exploiter toute la puissance installée qui est égale, qui est supérieure dans ce cas-là à 10,6 kW. Donc il faut installer ici par exemple une puissance de 11 kW, 12 kW, une puissance installée. N'est-ce pas? Bien, au niveau du débit, voilà, donc le débit, il faut mettre une pompe à peu près de 16 litres par minute au niveau de pompe. Voilà. Là, par contre, on voit ici un phénomène très important en fin de course, quand la tige est rentrée, est complètement rentrée, on voit une surpression. Normalement, ici, vous avez une pression de combien? Une pression à peu près de combien? À peu près rentrée de tige. Vous avez une pression de, si vous faites un calcul, vous allez trouver qu'il s'agit d'une pression de 6, c'est une pression de travail de 6,3 mégapascal. Mais ici, par contre, vous avez une pression, une surpression qui est égale à combien? À 15,5 moins 6. Donc, c'est une surpression de 9,2 mégapascal. Rentrée de tige, ça veut dire ici, vous avez votre terrain. De 9,2 mégapascal. Alors, ce phénomène, on l'appelle le coup de bilier. Le coup de bilier, il va, vous allez l'observer chaque fois que vous avez un arrêt brutal d'une colonne de fruits. Donc, si vous avez un arrêt brutal qui est dû à la fermeture brutale des vannes, par exemple, vous allez avoir ce phénomène de coup de bilier. Ici, on a le coup de bilier en fin de course ici. Quand le piston touche le fond. On a ici un fond touché par le piston. Quand le piston arrive et bloqué par le fond, on aura une surpression au niveau de cette colonne. C'est comme si on a une fermeture, brutale d'une vanne. Donc on aura une surpression. Ici, c'est pas très dangereux, mais parfois c'est très dangereux. Ici, c'est pas très dangereux, 9 mégapascal. C'est pas très dangereux, mais parfois on peut faire exploser une conduite, par exemple. Et ce sera très dangereux. D'accord?
Alors, pour remédier à ce problème, il y a une solution pour ce problème de fin de course. Une très utilisée, c'est ce qu'on appelle l'amortisseur de fin de course. On les verra, dans la plupart du temps, vous allez avoir des vérins avec des amortisseurs de fin de course. Ici, par exemple, on a un piston, voici le piston. Dans le piston, on va mettre une tige. Au moment de l'avance du piston, avant de toucher le fond, alors s'il touche le fond, si on n'a pas ces composants-là et que le piston touche le fond, on aura une surpression à ce niveau-là. Le fluide, il va s'arrêter et donc on aura une surpression à ce niveau-là. Alors maintenant, pour cette surpression, comment calculer la surpression? La surpression, il est donné delta P dû au coup de bilier. Vous pouvez le calculer en utilisant cette expression 1,15 10 à la puissance 6 fois le delta V. Avec le delta V, c'est le changement de vitesse au niveau de cette colonne fluide qu'on a ici. Donc, dans notre cas, par exemple, si on a un fluide dans la conduite qui amène le fluide ici, dans cette conduite, on aura par exemple une vitesse, on va l'appeler V fluide, qui est égale à 8 mètres par seconde. C'est la vitesse généralement qu'on aura dans les conduites de refoulement. Donc on passe de cette vitesse à une vitesse V est égale à 0 quand le piston s'arrête, quand il atteint ici. Supposons qu'on n'a pas ces composants pour le moment. On n'a pas ces composants, ni celui-là. Le piston, il va frapper, si vous voulez, le fond. Au moment où il va frapper le fond, sa vitesse, il sera nulle. La vitesse de cette colonne fluide, il sera nulle. Donc on passe une vitesse de 8 mètres par seconde dans la conduite à une vitesse de 0 mètre par seconde. Ça veut dire que le delta V qu'on a ici, 8 mètres par seconde. Et si vous faites le calcul, vous allez trouver, bien entendu, 9,2 que nous avons calculé tout à l'heure, d'après le graphe. Ça marche, donc c'est comme ça qu'on calcule le delta P dû au coup de bilier. C'est bon? Maintenant, quel est l'amortisseur de fin de course? L'amortisseur de fin de course, il est très simple. L'amortisseur de fin de course est très simple. Regardez. Vous avez le fluide qui va venir ici. Le fluide, on doit dégager le fluide. Le fluide, il va sortir. N'est-ce pas? Il aura tendance à sortir. Il aura tendance à sortir comme ça, le fluide. Alors, au moment où le piston arrive vers le fond, ce trou-là va être fermé avec cette pièce qu'on a ajoutée ici. Il va le fermer. Donc, au fur et à mesure qu'il avance, il va fermer ce trou. Et donc, le fluide qu'on a ici, tout le fluide qu'on a ici, il est obligé soit de passer ici, soit de passer ici. Alors ici, c'est ce qu'on appelle un clapet de retenue. Il ne peut pas passer. Il sera bloqué au niveau de la bille qu'on a ici, au niveau du clapet. Il ne va pas passer ce niveau-là. Par contre,
ici, au niveau de ce composant, c'est ce qu'on appelle un étrangleur. Et donc, ici, ça permet de freiner le fluide. On cherche à freiner le fluide. Et donc, on va amortir. C'est comme ça qu'on va amortir donc, le piston. On va avoir un arrêt tout. Et donc, c'est comme ça qu'on évite cette surpression. C'est bon? Bien. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Il y a des questions par rapport à ça? La présentation, elle est bloquée. On ne voit pas. Alors, quand est-ce qu'il était bloqué? Depuis tout à l'heure? Écrit, monsieur, la formule de la différence de pression, delta P. Depuis le delta P. Donc, je dois répéter. OK. Alors, on va le faire comme ça. Alors, j'ai dit que le delta P, si. Alors, le fluide qu'on a ici, il aura tendance, lorsque on a la rentrée de la tige, il aura tendance à sortir comme ça. N'est-ce pas? Il va sortir. Et cette chambre, il aura tendance à sortir. Monsieur, il est encore bloqué. Il est bloqué. Oui, il est encore bloqué. Alors, je ne sais pas le problème. Il est toujours bloqué. Oui. Alors, on va essayer de fermer celui-là. Maintenant, alors maintenant, si vous... Hein? Pas encore. Monsieur, Lazare? المشكلة. Alors, je vais arrêter le partage et on va faire le partage. Alors maintenant, Oui, maintenant c'est bon. c'est bon. Ok. Bien. Alors, j'ai dit que le fluide qu'on a ici, au moment, lorsqu'on a le déplacement, la rentrée de la tige, le fluide qu'on a ici, il aura tendance à sortir de cette chambre. Il va quitter cette chambre. Mais quand il va quitter la chambre, il sera bloqué. Cette chambre, elle sera fermée à l'aide de cette pièce qu'on a ajoutée au niveau du piston. La tête, cette tête-là, cette pièce. Quand il va s'introduire dans ce trou, il va bloquer le fluide. Et donc le fluide, il sera obligé de passer soit par ce composant, soit par ce composant. Alors celui-là, il ne peut pas passer puisqu'il s'agit d'un clapet à billes. Voici la bille, il est là. La bille, il est là. Il ne peut pas passer. C'est ce qu'on appelle un clapet de retenue. Celui-là, c'est un clapet de retenue anti-retour. C'est un clapet anti-retour. Il ne va pas permettre le déplacement du fluide dans ce sens.
Et donc, le fluide, il sera obligé de passer par cet appareil. Cet appareil, c'est un étrangleur. Il doit passer par cet appareil. Il va sortir. Et cet appareil, il représente une résistance hydraulique. Et donc, il va amortir, si vous voulez. C'est lui qui va jouer le rôle de l'amortisseur. Il va amortir le fluide. On va avoir un arrêt qui est doux à ce niveau-là. On ne va pas frapper, si vous voulez, le fond. On va s'arrêter doucement. Puisqu'on va freiner le fluide. Ça marche? C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, le principe de fonctionnement de cet appareil, de l'amortisseur de fin de course. Par contre, quand le fluide vient de ce côté, ça veut dire quand on veut avoir la sortie de la tige, le fluide il va venir dans ce sens, n'est-ce pas? Il va passer comme ça, il va passer comme ça, il va également passer dans ce sens. Donc, le clapet, donc, il permet de contourner, si vous voulez, l'étrangleur également. Il va le contourner. Il va faciliter le passage du fluide et donc on aura un déplacement rapide, si vous voulez, en sortie de tige. Dans ce sens. C'est bon? Des questions? Alors, pour la pression, je rappelle que delta P, peut-être que ce n'était pas très clair tout à l'heure, est égal à 1,15 10 à la puissance 6 le delta V. Alors, le delta V maintenant, qu'est-ce que c'est que ce delta V? C'est la variation de vitesse. Quand on va alimenter le piston avec un fluide, ce fluide il va se déplacer avec une vitesse V fluide, qui est égale généralement dans ce genre d'application. Il est de l'ordre de, par exemple, de 8 mètres par seconde. Alors, il va passer de 8 mètres par seconde à une vitesse quand il va toucher le fond, quand il arrive à ce niveau-là. Supposons qu'on n'a pas ces composants. On va calculer la surpression lorsqu'on n'a pas ces composants. Quand il arrive au fond, la colonne fluide qu'on a ici et celle qu'on a au niveau surtout de la conduite, il va passer d'une vitesse VF qui est égale à 8 mètres par seconde à une vitesse VF qui est égale à 0. Et donc le delta V fluide qu'on va utiliser ici, il sera égal à 8 mètres par seconde. Et si vous faites le calcul avec ces vitesses, vous allez trouver un delta P qui est égal à 9,2 mégapascal. C'est la surpression qu'on a trouvée tout à l'heure au niveau du graphe. Bon. Des questions? Il y a des questions? Alors, si vous n'avez pas de questions, essayez de faire l'exercice suivant pour la semaine prochaine. Celui-là. Essayez de faire celui-là pour la semaine prochaine. C'est bon? Bien. Donc, est-ce que c'est bon, Rahman? Oui, monsieur. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce que vous pouvez partager l'enregistrement? Oui, monsieur. Ok. Donc, on va mettre fin à cette réunion. On partage tout d'abord l'enregistrement et puis on met fin
à cette réunion. Alors pour excusez-moi, pour les gens de on aura un cours là, demain après-midi, je pense. Par contre, comme vous le voyez ici, j'ai pas. C'est bon. On vient de l'ajouter ce matin. C'est bon. Donc pour les gens de JTR, on aura une réunion dans votre groupe demain après-midi, à partir de 14 h pour le cours de l'éolien. C'est bon? Bien. Je vais mettre fin à cette réunion. Vous n'avez pas encore partagé l'enregistrement, s'il vous plaît.